Depuis que j'ai lancé le Clo-Clo Club, je fais de super belles rencontres et parmi elles, il y a Alison. Alison, c'est la créatrice du podcast Deadline et on va vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste, vous inquiétez pas. C'est un podcast en tout cas que j'écoute et ça tombe bien parce que elle écoute le Clo-Clo Club. Donc à force d'échanger ensemble, on a décidé de prendre un verre histoire de se rencontrer en vrai. Évidemment, il nous en a pas fallu plus pour se dire qu'on allait enregistrer un épisode ensemble et c'est un épisode un petit peu différent de ceux que je peux faire habituellement en duo dans la mesure où on est vraiment sur un format de conversation plutôt autour d'une thématique, la temporalité et le rapport au temps dans le processus créatif. Vous allez voir, on est de vraies pipelettes. Je suis Chloé, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. Je disais que j'avais oublié un truc. Salut Alison. Salut Chloé. J'avais oublié d'appuyer sur Rec. Voilà, les aléas du direct. Je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditrices ? Je m'appelle Alison, j'ai 28 ans. Je suis freelance en communication et je travaille depuis le début de ma jeune carrière dans l'industrie musicale. J'ai décidé de sortir l'année dernière un podcast qui s'appelle Deadline, qui parle des redirections de personnes dans la musique, en se concentrant sur un moment clé en fait dans leur vie ou dans leur carrière qui ont fait qu'elles ont décidé de changer de cap. Est-ce que j'ai bien pitché mon podcast ? Je ne sais pas. Ouais, mais c'est un peu le point de bascule, quoi. Soit d'une carrière, soit d'un parcours de vie, juste. Voilà, c'est la deadline finalement, c'est la date butoir. Et c'est d'ailleurs par le biais du podcast de Deadline et du Clo-Clo Club qu'on s'est rencontrés. Exactement. D'abord sur les internets et puis en vrai cette semaine pour la première fois. On s'est vu, on a pris un verre et on s'est dit « Et si on faisait un podcast ?» Enfin, plus exactement, tu m'as dit « Et si on faisait un podcast, j'aimerais trop !» Et tu m'as dit « J'y avais déjà pensé !» C'est vrai. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Mais j'ai pu rencontrer des gens assez chouettes via mon podcast. Et toi, tu fais partie des belles rencontres. Et c'est chouette, en fait, de pouvoir parler de ce qu'on fait avec quelqu'un qui vit aussi la même chose. Ouais, parce que les personnes que tu reçois dans le podcast, c'est des connaissances, des amis, enfin voilà. Mais ça reste des personnes dans le secteur de la musique. Exactement. Et pas forcément du podcast où on est encore sur autre chose. Oui. Et du coup, quand on a discuté ensemble, on a évidemment parlé de podcast. Et tu m'as dit un truc trop intéressant. Tu m'as parlé de la régularité de mon podcast. Oui. En me disant, mais comment tu fais pour sortir un épisode par semaine ? Moi, j'ai pas du tout ce rythme-là. On en est parti sur le fait que la temporalité, le temps, de manière générale dans la création, c'était un sujet hyper intéressant. Moi, j'en parle beaucoup dans mes épisodes solo, à chaque fois de dire le temps est pas extensible, faut prendre le temps, mais en même temps, c'est pas évident. Et on s'est dit, autant faire un épisode. Sachant qu'en plus, ton podcast s'appelle Deadline. Vraiment, la temporalité, elle est déjà là dès le titre. Vraiment, alors que je suis la pire pour mettre des deadlines, donc c'est ça qui va être drôle aussi. Et que oui, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner finalement et de produire nos épisodes. Une rigueur différente. C'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup de rigueur, par exemple. Donc je pense que ça va être intéressant. Alors avant de commencer à se blâmer, se juger, juste pour les personnes qui n'ont pas écouté Deadline, du coup qui découvrent un petit peu ce que tu fais au travers de cet épisode, comment est-ce que ça s'articule un épisode de Deadline ? Un épisode de Deadline, c'est un format de 45 minutes, 1 heure maximum. C'est vraiment un récit d'une personne, un peu à la Transfert. En vrai, c'est la source d'inspiration. C'est totalement la source d'inspiration. On m'entend seulement sur l'introduction et la conclusion, mais tout du long de l'épisode, on m'entend pas en fait. Et l'épisode va être ponctué d'interludes musicales finalement. Ouais. C'est vraiment construit comme un film en fait. T'as le contexte, le pré-climax, le moment fort où il se passe un truc et ensuite la résolution quoi. Donc déjà, on est sur des formats un peu similaires. Moi, quand je fais des interviews aussi, c'est autour de 40 minutes, 1 heure. Mais c'est vrai qu'en termes de production, il y a déjà une petite différence qui va être, je pense, intéressante à creuser par la suite. Mais toi, effectivement, on ne t'entend pas. Donc en termes de montage, de prod, c'est pas la même chose où moi, je dois aussi essayer de gérer autant que possible l'interview, comme j'essaye de le faire là, parce qu'on va m'entendre derrière dans l'épisode, au même titre que mon invité, même si je coupe beaucoup de mes passages en fait pour laisser la parole finalement à la personne qui est venue sur le podcast. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ce qu'on se disait aussi quand on allait boire ce fameux verre ensemble. C'est aussi que toi t'as tu voulais être journaliste en fait. J'ai voulu faire journaliste radio, effectivement. Journaliste, ça faisait partie des nombreux métiers que j'ai voulu faire, mais qui tenaient le plus longtemps. Je l'avais un petit peu en tête et en but, sans trop savoir par quel moyen le faire, parce que
justement le métier de journaliste tel qu'on te le présente dans les écoles de journalisme, quand j'ai fait des portes ouvertes et tout, on me disait faut connaître absolument toute l'actualité, puis il va falloir écrire, et puis il faut que tu sois sur Twitter, et j'étais oh waouh, c'est pas du tout ce métier-là de journaliste que je veux faire. Moi je veux faire, tu sais, les gens qui font des chroniques sur France Culture, et en fait c'était plus un travail d'animation, qui reste un travail journalistique, hein, parce que tu dois évidemment travailler tes sujets et autres, mais d'être plus dans cet aspect de raconter des histoires, d'avoir de l'échange, de parler de sujets et pas juste de retranscrire des faits, ce qui est super important et qui demande un travail, une rigueur folle que je n'ai pas forcément. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a réorientée vers la communication à la base et qui fait qu'aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir trouvé, via le podcast, une espèce de format hybride qui correspond à ce que j'avais envie de faire. Je sais pas pour toi si c'est un truc aussi, tu vois, qui est venu par rapport à tes centres d'intérêt par le passé. Déjà, la musique, donc le son, c'est important. Ouais, complètement. Je pense que je voulais... En fait, avant de choisir le sujet, je voulais faire un podcast. C'était de manière... C'était un truc assez égoïste, finalement. C'était juste, je voulais avoir un projet à moi. Je voulais avoir un projet que je développe moi, que je fais de A à Z, où j'ai besoin de personne, où je fais ma propre communication, où vraiment un espace de liberté pour moi. Et je me suis dit, le podcast, en fait, c'est parfait parce que c'est accessible à tout le monde. Mm-hmm. C'est un peu le seul format qui soit aussi accessible, tu vois. Genre, on peut quand même le mettre en ligne gratuitement et tu peux être monsieur tout le monde et le faire dans ta chambre, quoi. Donc, c'est ça que je trouve trop cool avec le podcast. Mais t'as eu l'idée vachement en amont par rapport au moment où tu l'as lancé, il me semble, dans ce qu'on s'était dit. Ouais. Combien de temps ça fait combien de temps que t'as cette idée, en fait, de podcast? Attends, on rentre dans... ça y est, on commence dans la temporalité. Ouais, et ça fait 4 ans. En fait, c'est au moment du confinement que je me suis dit, j'ai trop envie de faire un podcast. Mais tu sais, c'était un peu le moment où vous êtes tous des expériences artistiques. J'avais lancé un compte Insta de genre, je faisais des dessins, de la peinture et tout. C'était nul, hein. Mais enfin, c'était un peu moche, en vrai, on va pas se mentir. Mais c'était juste parce que, tu sais, il me fallait un projet, en fait. Enfin, je venais de terminer des stages, j'avais pas de job. Et un peu comme tout le monde, t'es enfermé chez toi toute la journée et tu sais pas quoi faire. Il fallait juste que je trouve un projet, en fait, pour y mettre ma créativité, tu vois, d'une certaine façon. Mais par projet, du coup, il y avait tout de suite la dimension de le rendre public, parce que tu aurais très bien pu faire des dessins toute seule dans ta chambre. C'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, j'avais besoin de partager au monde, quoi. Peut-être c'est le fait aussi de faire de la communication, en fait, et que ce soit aussi mon job, tu vois, d'être sur les réseaux, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, un podcast, ce serait vraiment chouette, mais j'avais pas d'idée, et j'ai mis 1 an à trouver une idée qui n'est pas du tout celle que j'ai sortie. Et du coup, pendant 1 an, c'était 1 an d'idéation, de réflexion, de discussion avec plein de gens, de chercher ce que j'avais envie de raconter. Et à un moment donné, j'ai trouvé une idée que j'ai mis, je pense, 1 an et demi à tester, en fait. Parce que c'était vraiment in and off. Je commençais un truc, puis j'arrêtais pendant 2 mois, puis j'y revenais, puis j'arrêtais. Et quand tu dis tu commençais, c'était toi, de ton côté, tu faisais travail de recherche, d'enregistrement, des trucs comme ça, mais tu publiais rien encore sur les plateformes? Non, je publiais rien, je parlais à personne. Enfin, en fait, j'ai trouvé une idée, et puis je me disais, bon, je cherche un nom, et puis vas-y, je vais essayer de faire un générique, la cover, qu'est-ce que ça serait? J'avais cherché des gens pour faire des interviews. En fait, j'avais une idée d'un podcast beaucoup plus complexe. Je voulais faire un format 10 minutes, hyper éducatif, très riche en termes de design sonore, avec des interviews, des extraits musicaux. Et c'était un travail de journaliste aussi, en fait, de faire énormément de recherches. Et moi, je suis pas journaliste. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai rencontré des gens, j'ai fait des interviews d'1, 2 heures, etc. J'ai monté des épisodes. Je me suis mis des énormes charrettes pour travailler sur ce truc. Puis à un moment donné, j'ai fait un méga burn-out et ça a un peu mis fin à ce projet, puisque je me suis rendu compte que c'était devenu plus une contrainte qu'un plaisir. Et je me suis dit, en fait, si c'est ça, c'est que c'est pas le bon projet, parce que vraiment ça ne coule pas de source. Et si je mets 6 mois à faire un épisode, ça va plus me saouler qu'autre chose, et c'est pas la bonne direction. Je pense que vraiment c'est mon burn-out qui m'a donné l'impulsion pour trouver cette nouvelle idée. Parce que à ce moment-là, c'est un moment où je me suis vraiment refermée sur moi-même et dans mon cercle vraiment très proche. Mais j'ai quand même eu des discussions avec des personnes de la musique, et notamment une de mes anciennes collègues, Alexandra, qui m'a raconté qu'elle était passée par là. Et en fait, on a eu beaucoup de discussions. Et le fait de parler avec elle, ça m'a aidée.
Et je suis revenue à un truc beaucoup plus simple, à me dire, en fait, toi, ce que tu kiffes, c'est transfert, et je ne m'en cache pas du tout, c'est une source d'inspiration, le transfert, passage, toutes ces histoires, hyper... Charlotte Pudlowski. Petite parenthèse au montage, Charlotte Pudlowski, c'est tout simplement la créatrice du podcast Transfert et également la cofondatrice du studio de podcast Louis Média qui fait le podcast Passage, qui est justement mentionné par Alison. Voilà, comme ça vous comprenez de qui on parle. C'est voilà, finalement. Mais aussi, tu vois, je t'en avais parlé l'autre fois, mais le goût de M, j'adore, parce que c'est des podcasts hyper descriptifs où en fait t'as l'impression d'être chez la personne, d'imaginer son intérieur, d'imaginer la musique qu'elle écoute, les films qu'elle est en train de regarder, enfin un truc un peu très intimiste en fait. Ouais. Et je me suis dit, c'est ça, je veux parler de ça, et je veux parler de ça dans la musique parce que c'est le domaine dans lequel je travaille, mais je veux choper un angle, je veux vraiment raconter le moment de rupture où en fait il s'est passé un truc, parce que j'avais besoin de sources d'inspiration, et j'avais besoin aussi d'espoir, de me dire en fait, tu peux être au fond du trou, mais il y a toujours des moyens pour s'en sortir et tu peux rebondir et ça ira. Et puis tu retrouves le côté intimiste de la vulnérabilité en fait à raconter ce genre de parcours. Ouais, vraiment, parce que franchement, moi, mon podcast, c'est des sessions de psy, quoi. Enfin, les personnes qui sortent de là, elles me disent, j'ai l'impression d'avoir fait une introspection totale parce qu'elles reviennent sur des trucs qu'elles ont vécu qui sont pas faciles. C'était pas voulu de base que ça parle autant de santé mentale, mais il se trouve qu'en fait, c'est un problème. Et c'est pour ça que ça ressort autant et que beaucoup de personnes ont fait des burn-out ou sont sur le point d'en faire un, quoi. Surtout dans le monde artistique et le milieu créatif de manière générale. C'est marrant parce que du coup, t'as mis beaucoup de temps avant de lancer officiellement ton podcast. Alors que moi, ça a été un peu l'inverse. J'ai écouté beaucoup de podcasts en 2017-2018, quoi, en gros. Il n'y en avait pas énormément, il n'y avait pas du tout la même tendance qu'aujourd'hui, mais j'étais déjà adepte des radios libres, ce genre de choses. À force d'en parler, je m'étais dit j'aimerais bien essayer. Et le fait est que j'écoutais beaucoup La Poudre et Nouvelle École à l'époque. Et en fait, j'ai commencé par, comme toi, parler d'un sujet qui, moi, me travaillait à l'époque, en tout cas, qui était le rapport à la féminité. C'était aussi, je pense, une période où j'étais très engagée, très vénère côté féminisme, et non pas que je sois moins aujourd'hui, mais différemment en tout cas. Et j'en avais besoin, en fait, de pouvoir sortir tout ça et d'en parler. Et du coup, j'ai commencé à interviewer des femmes de mon entourage parce que justement, le concept, je l'ai tombé, je pense, un soir, en me disant La Poudre, Lorraine Bastide à l'interview des femmes connues. Ça reste des personnalités publiques. Moi, j'ai envie de parler avec des anonymes. Très bonne strat pour faire émerger un podcast. Et j'ai commencé à interviewer les femmes de mon entourage, tu vois. C'est ça, tu pars de ce que tu connais aussi et des femmes qui t'inspirent autour de toi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était plus facile. Et j'avais un gros syndrome de l'imposteur aussi. Quand je le vois avec le recul, j'osais pas dire que j'avais un podcast. J'avais du mal à en faire la promo, j'avais du mal à dire qu'il existait, mais en même temps, j'avais envie qu'il soit écouté. Tu vois, il y avait un peu ce paradoxe. Et du coup, pendant quelques années, j'ai fait au début un épisode un peu à droite à gauche. J'ai fait des épisodes qui n'avaient rien à voir. Un, notamment, où je raconte à quel point je déteste l'ASMR, tout en le faisant en ASMR, ce qui était un enfer à monter. Mes sources d'inspiration, ça restait aussi Arte Radio, qui est quand même une des grandes références en podcast. Et bref, j'ai tâtonné comme ça pendant un bon moment. Et j'ai commencé à l'assumer, le professionnaliser et à aussi élargir l'angle parce que, à force de l'avoir fait pour le coup et de l'avoir publié, moi, je me rendais compte que j'arrivais un peu à bout et je continuais à apprendre, mais j'avais plus envie de parler de ces sujets-là. Et ça a maturé comme ça pendant des années. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans, je crois, que je sors un épisode par semaine. Et ça fait 1 an qu'il est vraiment axé sur la créativité. Le terme, il est posé. Parce que finalement, de passer de parler de rapport au genre à parler des sujets qui me plaisent, mais en fait les gens ne me connaissent pas, donc dire les sujets qui plaisent à Chloé, c'est très vague. Et le mot créativité, il est venu à ce moment-là, et je pense qu'il est venu aussi à un moment où j'étais apte à dire ok, je suis quelqu'un de créatif, je peux assumer ce titre-là, je peux assumer le fait que oui, je vais porter la voix de la créativité dans le podcast. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi de vraiment définir ton concept ? Beaucoup plus de facilité déjà à produire mes épisodes. C'était facile parce que j'adore ça et que vraiment j'ai toujours réussi à trouver du temps. Mais là, si tu veux, il y a plus moyen de rater une semaine. Parce que j'ai envie en fait de continuer à parler dessus, parce que j'ai envie que ça grandisse, parce que c'est bon, en fait j'ai un cap. Avant, j'avais pas un cap. Mais c'est pas que la créativité, c'est aussi qu'est-ce que tu as envie d'en faire. En fait, tu parles dans un micro, c'est trop bien, mais pourquoi ?
Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais juste pour tes proches et c'est un passe-temps? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie que ça parle à plus de monde? C'est mon cas. Est-ce que tu as envie de le faire de façon professionnelle? Pourquoi pas? Tu vois, et ouvrir la porte. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis un peu plus pas des objectifs, mais juste une direction, ça m'a vachement aidé. Et tout ça, tu vois, ça s'est fait de 2018 à aujourd'hui. Oui. Donc finalement, le temps long, tu vois, il est aussi très présent dans le Clo-Clo Club. Avant, tu postais combien d'épisodes? C'était quoi la temporalité? Je sais pas trop, c'était plus aléatoire. Comme je faisais que des interviews aussi, bah forcément, ça dépend de tes invités. Et tu le sais, pouvoir caler une interview, ça demande énormément de temps de prod en amont. Souvent, tu as des annulations de dernière minute ou toi, t'es pas toujours en forme le jour de l'enregistrement. Enfin, il y a plein de facteurs extérieurs, plus le fait que moi, je suis pas en freelance, je suis en CDI et je l'étais déjà à l'époque. Donc, il y a un peu tout ça qui se mêle et je pense que dans mon quotidien, j'accordais pas aussi tout à fait le même temps au podcast, même si j'aimais tout autant ça. Et ça, je l'ai revu, j'en ai parlé dans un épisode récemment, je mettrai le lien en description. Je suis retombée sur mon journal intime de 2018, en l'occurrence, et du fait que un des premiers podcasts que j'ai fait, ça a été pour participer au concours de l'été d'Arte Radio. La façon dont j'en parle quand j'écris, en fait, j'ai juste kiffé bosser sur cet épisode de quelques minutes. Là, j'ai passé la journée, mais je suis trop contente, j'ai adoré, j'ai fait plein de tests, j'ai appuyé sur des boutons, je sais pas à quoi ça correspond, mais il y avait du plaisir et j'ai pas vu ma journée passer. Et je me demandais si toi, c'était un peu la même chose quand tu produis un épisode, tu vois, d'avoir un côté très absorbant de l'activité en elle-même où tu vois pas le temps filer. Ouais. Je fais vraiment beaucoup de montage sur mes épisodes et je coupe du coup déjà toute ma voix, tous les bruits parasites. Enfin vraiment, je passe énormément de temps sur le montage et du coup ça peut aspirer mon âme. Surtout que parfois les sujets sont pas forcément toujours super joyeux. Je pense à l'épisode de Sophie où elle raconte en fait un burn-out énorme qu'elle a fait. Cet épisode, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le monter et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs jours parce qu'en fait, ça me faisait vraiment mal au cœur en fait d'entendre cette histoire et c'est des histoires qui sont courageuses à raconter et tu veux les mettre en forme de la manière la plus juste possible, etc. C'est des moments où je vois pas vraiment le temps passer et à la fois, je prends vraiment mon temps en fait. Parce que contrairement à toi, moi je sors pas un épisode par semaine. De base, l'idée c'était d'en sortir un par mois et je peux dire officiellement que j'ai pas réussi. Là, ça va faire 10 mois que j'ai sorti mon podcast. J'ai sorti 6 épisodes pour la simple et bonne raison que parfois j'avais pas l'énergie nécessaire pour le faire, certains mois. J'étais focus sur d'autres choses de ma vie. Parfois, j'avais des invités que je voulais qui étaient pas disponibles, tout simplement, et je me disais, c'est pas grave, ce sera pour le mois d'après. Et ce podcast, il est là pour me faire du bien et pas pour me mettre une pression. Et du coup, je me mettrai jamais de pression pour ce projet, même si parfois ça motive. Et tu vois, tu parlais du concours Arte, etc. Je pense que d'avoir des objectifs ou ce genre de choses, ça peut te motiver à être productif, tout simplement. Mais la productivité, elle s'applique que, encore une fois, en fonction de ce que tu mets derrière ce projet. Comme tu dis, toi, tu n'as pas une ambition pour Deadline qui est d'en faire un projet pro ou similaire, un truc qui prendrait vraiment une grande partie de tes journées en temps normal, quoi. En fait, je me laisse porter par ce projet plus que l'inverse, tu vois. Au final, toutes les opportunités qui s'offrent à moi, je les prends et j'en suis trop heureuse et ça me permet de développer aussi d'autres choses. Tu vois, à côté, j'ai développé des vidéos où je passe un jour avec un artiste. C'est un moyen pour moi de mettre en avant des artistes que j'aime bien et qui pourraient pas forcément correspondre à des formats longs ou quoi que certains pourraient. Mais bon, je voulais juste avoir un nouvel espace où je pouvais juste mettre en avant des projets que j'aime bien ou des personnes que j'aime bien. Sur des formats hyper réseaux sociaux, en vrai, d'1 minute 30 sur Insta. On passe la journée avec la personne et on parle de leur deadline à elle, de leur processus créatif à elle. Et en fait, au début, par exemple, c'est pour ça que je parle de cette vidéo, c'est parce que je l'avais fait pour la promotion d'un épisode en particulier, avec ma pote Ams, qui a participé au podcast. Et j'ai été contactée après par une attachée de presse qui m'a dit « Ah, c'est trop chouette, j'aimerais bien le faire avec mes artistes. » Et moi, je lui ai répondu « Bah non, en vrai, c'est pour la promo de mon podcast et des épisodes, tu vois. » Et après, j'ai réfléchi. Tu lui as pas proposé de faire un petit passage de ces artistes dans le podcast? Alors que c'était des artistes hyper cool en plus et que j'aime bien et un peu connus et tout. Mais en fait, j'étais tellement pas
dans cette... tu vois, je le voyais tellement pas comme un média, je le voyais vraiment comme un espace où j'invite des gens que je connais, qui peuvent raconter leurs histoires et où ça peut aider d'autres gens de l'industrie. Et en fait, après ça, j'en ai parlé avec une pote à moi qui m'a dit, mais pourquoi tu pourrais pas le faire en fait? Et je suis revenue vers cette personne pour lui dire, en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir et je me suis dit que je pouvais développer ce format en parallèle en fait et que ça pourrait avoir du sens de le faire sur le Instagram de Deadline, etc. Mais tu vois, c'est des trucs qui arrivent et où je me laisse porter, mais c'était pas prévu en fait. Et en termes de temps passé aussi sur la création, tu vois, de ce genre de vidéo, parce que tu vas passer énormément de temps avec la personne, et puis après, tu as tout le montage, mais finalement, ta capsule a fait 1 minute 30. C'est un format dans lequel tu t'épanouis plus que du 40 minutes de podcast, ou pour toi, c'est vraiment 2 façons très différentes de raconter des histoires? Ouais, c'est 2 façons complètement différentes parce que déjà, des formats de 45 minutes, sur des discussions qui parfois durent 2 heures, c'est hyper dur de couper. Ouais. C'est super Pourquoi tu gardes pas plus long? Parce que je pars vraiment de mes goûts en fait, et moi j'aime genre un épisode de 2 heures, ça va me saouler. Ok. Alors qu'un épisode de 45 minutes, pour moi c'est le bon format, tu vois. Mm-hmm. Et pour le coup, du coup, les vidéos d'1 minute 30, bah c'est d'autant plus dur de couper parce que vraiment c'est extrêmement court. J'ai ce filtre de chargé de communication en fait qui voit ce qui fonctionne sur les réseaux et qui sait que c'est des formats dynamiques, que les formats de 90 secondes sont poussés et pas plus. Et c'est des capsules pour faire la promotion des artistes et j'ai envie que les personnes regardent et soient curieuses et aient envie d'écouter, etc. Donc je me plie aussi à la plateforme sur laquelle je suis et le podcast ça permet de faire des formats longs et c'est fait pour ça en vrai. Là où Instagram c'est pas vraiment fait pour les formats de 45 minutes, tu vois. T'arrives à prendre le temps dans ta vie de freelance, du coup, pour organiser tout ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Bah, comme je te disais, je me mets tellement pas de pression par rapport à ce podcast. Enfin, j'ai des objectifs et j'ai des envies, évidemment. Mais tu te mets pas de deadline. Mais je me mets pas de deadline. Et c'est ça, la contradiction avec le nom du podcast. Mais en fait, dans le podcast, on parle beaucoup de santé mentale. Et moi, l'idée, c'est de créer un truc qui soit hyper sain, où ça va pas me manger le cerveau, tu vois. Et c'est un projet parallèle. Et je pense que c'est pour ça que je mets du temps aussi à choisir des invités et à prendre que des invités que je connais aussi personnellement, qui j'ai confiance, etc. Et parce qu'on m'a contacté déjà pour faire passer d'autres personnes, mais c'est vrai que inviter une personne que moi je connais pas, pour l'instant j'ai plus de mal. Comment est-ce que tu fonctionnes sans deadline? Parce que on en a un peu parlé justement quand on s'est vu pour le fameux verre dont on va vous parler tout le long de cet épisode. Mais moi, je fonctionne à la deadline. Je le sais. C'est-à-dire que même si c'est des deadlines que je me mets moi-même, 99% des épisodes du Clo-Clo Club, je les ai terminés la veille pour diffusion. Mais parce que même s'ils sont enregistrés 1 mois à l'avance, le montage, je le commence pas avant les 2 semaines avant. Il y a un vrai truc de je n'arrive pas à me mettre dessus avant. Tant que c'est pas urgent, c'est pas important. Et en fait, je vais passer effectivement plein d'autres choses avant. Un peu comme toi, je m'écoute là-dessus et j'ai déjà des journées bien remplies. Donc, je vais faire passer d'autres projets, du repos, des potes, plein de choses avant ça. Par contre, je sais que mon épisode, il doit sortir tous les mercredis matins. Je sais que généralement, mes dimanche, lundi, mardi sont pris par ça le soir, par exemple. Mais ça te crée pas une pression et... Enfin, de savoir qu'en fait, tu vas te mettre un rush 3 jours avant. Non, y a pas un truc qui plane dans ta tête de ça... En fait, j'ai l'impression pas que du tout. Tu vois, c'est moi au lycée, ça. Ouais. Genre, j'attendais la veille pour réviser le bac, bien sûr. Tu vois. Ouais, pareil. Mais moi, je me suis rendu compte que juste, je fonctionne comme ça. Que t'as des personnes qui, elles, vont planifier énormément en avance et qui sont très rassurées d'avoir tout qui est cadré en avance. Moi, je vais cadrer, effectivement... En fait, je sais déjà de quoi je veux parler à peu près quand, ou voilà, mais je me laisse cette flexibilité de si dans la semaine, en fait, j'ai pensé à quelque chose, il y a un sujet qui peut-être aussi fait quoi avec l'actualité ou autre, vas-y, j'enregistre un épisode là-dessus. En plus de ça, contrairement à toi, j'écris pas mes questions, je fais un travail de recherche sur mon invité, mais pas du tout aussi poussé. Et c'est voulu parce que je vais avoir aussi la surprise de la découverte pendant la conversation. Et pouvoir rebondir vraiment, pire merde. Naturellement. Mais naturellement, en tout cas, pouvoir interagir avec ce qui est dit et pouvoir amener des questions par rapport à ça et tirer le fil, tu vois. Mais du coup, ça fait que je bosse beaucoup dans l'impro. Même les vidéos que je tourne, elles sont tournées généralement dans la semaine où je les diffuse.
parce que là, tout de suite, j'ai envie de le faire. Donc, je fais tout d'un coup, tu vois, de A à Z, et bam, je publie. T'as ce truc d'instantanéité. Ouais, j'aime pas du tout prévoir. En fait, ça m'angoisse beaucoup plus. Alors que moi, je réfléchis beaucoup. Mhm. En vrai. Moi, je pense que je suis plus motivée par les idées que par la deadline. C'est-à-dire que je vais avoir un flash de me dire purée, cette personne, qu'on fasse un épisode ensemble, et juste tout roule et je le fais dérouler comme ça, mais ce qui fait que je suis pas du tout régulière et que c'est très mauvais pour le référencement et que du coup j'arrive pas à me tenir à un épisode par mois. Mais en même temps, tu mets aussi moins la pression à ton invité parce que tu vois l'inverse. Donc moi je fonctionne comme ça pour mes épisodes solo, mais aussi mes épisodes à deux. Et quand Chloé débarque dans tes mails 3 jours avant la diffusion de l'épisode en disant « Coucou, est-ce que tu peux m'envoyer la photo pour la miniature et voici l'épisode des Rush pour que tu l'écoutes ?» T'as que 3 jours pour me dire « Je valide bien ». Je vais pas te laisser une semaine. Après, je pars du principe aussi que c'est plus par formalité que c'est fait que vraiment pour des retours, puisque là, je continue en tout cas à ne pas avoir de retour particulier, tu vois, de la part des invités. Généralement, ils sont même très contents de juste se réécouter et dire bah c'est trop bien. Ok, il y a jamais de... Non, ok, pas de modif. Donc ça, tant mieux, mais parce que je passe énormément de temps sur le montage aussi comme toi, et je réécoute beaucoup les épisodes depuis le début plusieurs fois. Donc il y a vraiment un peu le concentré, l'essence de la personne quoi, qui est dans l'épisode. Si c'est quelqu'un qui parle très lentement, je vais aussi avoir tendance à rythmer un peu plus sa façon de parler, sinon il y a un trop grand décalage entre nous. Et bref, du coup je fais tout ce travail-là, mais c'est vrai que je laisse pas trop le choix à mon invité que de fonctionner un peu dans le rush de fin avec moi, ce qui est pas toujours très confortable. Et je me dis que ça fait partie des pistes d'amélioration clairement pour cette année. J'ai envie de pouvoir aussi les mettre plus à l'aise parce que c'est des personnes qui ont leur propre vie, leur propre deadline aussi à côté, et tout ne tourne pas autour de mon épisode. Donc clairement, il faut parfois du temps en plus pour process un épisode, savoir ce que tu as envie de raconter. Enfin, pour le coup, comme toi, j'envoie mes épisodes à mes invités, et comme c'est des sujets plus sensibles et très intimes, enfin, je leur laisse tout le loisir de me faire des retours. Il se trouve qu'il n'y en a pas eu beaucoup, en vrai. Après, oui, en effet, c'est pas le même format, quoi. Toi, c'est des discussions qui peuvent être peut-être plus légères parfois. Alors, je me permets, mais le côté tu m'as fait une séance de psy, ça, je l'entends très souvent. Mais je pense que c'est normal, c'est l'effet du micro, de manière générale. Quand t'es à deux avec un micro, c'est un peu intimidant et en même temps, tu te livres beaucoup plus. Tu vois qu'en vidéo, par exemple, où là, c'est juste impressionnant, point. Et du coup, non, il y a des sujets deep ou autres, mais en fait, je prends toujours un temps aussi avant et après mon épisode pour discuter avec la personne, on débriefe légèrement. Alors, est-ce que ça va, même si c'est à chaud, juste à voir. Et en fait, déjà, pendant les épisodes, je regarde beaucoup mes invités quand on enregistre. Je note aussi les moments où la personne est un peu plus perdue, où je la vois qui fronce un peu les sourcils de est-ce que je suis en train de dire, je suis pas sûre. Mais c'est aussi mon rôle de moi poser des questions qui les mettent en confiance. Dans des zones qu'on a cadrées avant, dans le sens où je demande toujours s'il y a des sujets sensibles qu'il ne faut pas aborder. Comme ça, même si la personne, elle va droit vers ce sujet-là, je peux l'éviter dans les questions. Et ouais, d'essayer en tout cas de déjà noter, moi, les trucs où je sais qu'au montage, soit je vais couper, lisser, est-ce que je le garde ou pas, tout en essayant de garder le plus d'authenticité naturelle de la conversation, parce que c'est ça l'ADN du podcast en lui-même. C'est un format qui est hyper dur. Hein. Enfin, moi, là, du coup, on m'entend parler, mais sur mon format à moi, je peux recommencer 15 fois mon intro si je veux, et je la coupe. Là, je sais que c'est un exercice difficile que je suis en train de faire avec toi, parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est hyper intéressant d'être de l'autre côté et d'être dans la position d'invité, quoi. Ouais, enfin, de ton côté, donc du coup, tu cadres avec des questions. Oui. C'est des questions que tu poses toujours les mêmes à tes invités pour le dérouler. Tu adaptes en fonction des histoires de chacun et chacune ? Ouais, j'adapte. En fait, les grands chapitres de mes questions, ça va être l'introduction, vraiment pour avoir le contexte de la personne, parce que c'est souvent des anonymes, en fait. Donc, si tu connais pas la personne, c'est intéressant de savoir un peu d'où elle vient et quelles sont ses affinités, etc. Ensuite, on arrive sur le moment... avant le temps fort, on va dire. Du coup, on se remet en situation. Ensuite, le moment de basculement, du coup, ça dépend vraiment des histoires, parce que j'ai accueilli des personnes... donc je disais, il y a des personnes qui ont eu des burn-out, il y a eu un avant, un après. Mais il y a des personnes qui travaillent dans la musique, qui sont devenues artistes, ou à l'inverse, des personnes qui étaient artistes,
qui travaillent maintenant dans la musique. Il y a plein de parcours différents. On a eu Corentin, qui était manager d'un bar à Marseille, qui est maintenant programmateur chez Culture Box. Enfin, c'est des parcours un peu atypiques et moi que je trouve trop inspirants. Ça te demande un sacré temps de préparation quand même pour faire le travail de recherche et écrire les bonnes questions. Est-ce que c'est des choses que tu retravailles plusieurs fois, que tu fais d'une traite ? Je le fais assez instinctivement en vrai. Et il y a beaucoup de questions. Et en fait, je fais surtout, parce que c'est des questions que j'envoie à mes invités, et je fais surtout une grande introduction pour leur expliquer vraiment le concept à fond, leur dire qu'il y a des petites règles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut parler souvent au présent, que je demande beaucoup d'éléments descriptifs. Tu vois, je demande souvent, par exemple, si une personne travaillait, raconte-nous ta première journée, décris-nous les locaux, est-ce que tu te souviens d'odeurs, de couleurs, enfin vraiment pour être à fond avec la personne, avoir l'impression d'être à côté d'elle quand elle vit sa journée, quoi. Et ensuite, eux racontent à leur manière et je leur pose pas les questions. Je leur pose pas les 30 questions qui sont écrites en fait parce qu'elles savent ce qu'elles vont raconter, c'est leur histoire, mais c'est juste pour les guider en amont et qu'elles puissent réfléchir à ce qu'elles ont envie de raconter et comment elles veulent le dire. Ouais, ça leur demande un temps de préparation côté invité. Est-ce que t'en as qui viennent avec des notes, du coup, et des textes déjà écrits ? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que... elles prennent pas de notes, et généralement, elles savent où elles veulent en venir. Il y a eu juste un moment, un épisode, où la personne est venue pas préparée, et en fait, elle s'est perdue à de nombreuses reprises pendant l'enregistrement en me disant « Ah, mais c'était pas telle année. Ah, mais c'est passé ça. Mais j'oublie pas un truc. Mais c'est une catastrophe. » Et du coup, comme c'est des personnes que je connais, il y a vraiment aucun souci. Et on s'est dit « Bon, tu sais quoi, tu reviens dans 2 jours. » Et on le refait. Et donc, elle est revenue 2 jours après, pour le coup, avec des notes. Et là, j'ai laissé le micro tourner et en fait, elle l'a fait d'une traite parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait dire, comment elle voulait le raconter et elle avait bien compris le format aussi. Mais c'est vrai que parfois, il faut avoir une idée assez chronologique des faits et ça demande un peu de recherche quand ça vient d'une histoire qui a duré des années. Franchement, ça dépend des personnalités au final. Et toi, il y a des personnes qui viennent avec des notes ? Non, jamais. Mais parce que moi, j'envoie pas de questions. Je présente rapidement les grandes lignes que moi, j'ai identifiées de mon côté à la personne, soit un peu en amont, soit le jour où on se voit pour l'enregistrement. Sachant que j'enregistre avec des gens, généralement, que je vois pour la première fois au moment où on enregistre. Mais ça, c'est fou, hein. Parce que c'est ce que je disais quand je suis arrivée chez toi. Je disais, mais ça doit être hyper intimidant pour toi aussi d'avoir des personnes que tu ne connais pas. On dédramatise la situation. Je vais te donner un micro. Les 10 premières minutes, elles sont toujours laborieuses, mais du coup, moi, dans les podcasts à 2, j'ai toujours une petite citation que j'ai choisie pour toi pour débloquer la conversation. Excuse-moi, mais elle est où ma citation ? On a dit qu'on faisait pas un épisode classique. Pardon, hein. J'ai failli t'en ramener une en plus parce que de mon nouveau livre, je me suis dit je pourrais lui faire lire moi. Faire un peu un petit crossover. Exactement. Moi, je n'arrête pas de penser à la chanson de Flavien Berger Deadline à chaque fois que tu dis Deadline. Donc je t'aurais pris, je pense, une citation extraite de la chanson. Mais ouais, en tout cas, ça me permet d'avoir une première perche tendue pour mon invité qui, soit ça lui parle tout de suite et tant mieux, soit sur le coup, la citation n'est pas toujours très bien comprise, mais c'est normal. Et en fait, même moi, quand je les lis, c'est le temps d'y réfléchir, tu sais, ça demande un peu de temps. Mais en fait, au lieu de prendre le sens de la phrase en entier, on va s'attacher à un mot, ou juste le nom de la personne ou de l'œuvre dont c'est extrait. Et ça permet de pouvoir commencer comme ça, sur des bases de confiance. Et après, c'est mon rôle. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, mon rôle de mettre à l'aise. Et c'est quelque chose que j'ai gagné avec le temps, à force de faire des enregistrements. Toi, t'as remarqué une progression aussi dans ta façon de conduire les entretiens au fil du temps ? Je pense que ça n'a pas encore trop changé parce que c'est vraiment le début. Enfin, tu vois, j'ai pas fait beaucoup d'épisodes, etc. Mais je pense que là où ça a changé, c'est plus moi sur les introductions, les conclusions, sur ma manière de parler dans un micro, d'être à l'aise, parce qu'en fait, c'est pas facile. Et le truc qui m'a vraiment aidée, c'est un de mes amis ingé son qui mixe mes épisodes, qui m'a dit, en fait, il faut qu'il y ait énormément de sourire quand tu parles, que tu te forces à sourire dans ton micro pour que le son soit chouette. Et ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre au fur et à mesure et où je me suis améliorée, je pense. Le sourire, c'est vrai que c'est le bon truc, c'est de te rappeler qu'avec l'audio, on s'éloigne tellement du sujet, ça me fait tellement rire. Mais en tout cas, avec l'audio, tu peux raconter ce que tu veux, tu peux faire croire ce que tu veux. C'est que de l'imagination, tout passe par le son. Là, j'ai envie de dire qu'on n'est pas du tout chez moi, en fait, qu'on enregistre dans un lieu insolite. On pourrait, tu vois.
Nous sommes dans une cave, venez m'aider. Alors, ça, c'est donc sa définition de lieu insolite. Je vous invite à noter. Attends, mais ça m'a inspiré une question pour toi. Ah, vas-y. Je me suis demandé combien de temps il t'a fallu pour créer un épisode avec lequel t'es hyper satisfaite, d'un point de vue audio, d'un point de vue genre matos, voix, d'un point de vue format, avec la citation au début. Tu vois, combien ça t'a pris de temps? Parce que, en fait, le podcast, c'est aussi énormément d'apprentissage de plein de trucs, quoi. Je pourrais pas quantifier en termes de temps combien d'années, tu vois, ça m'a pris. Mais d'un épisode à l'autre, déjà, je vois des évolutions. Je vois les moments où, waouh, là, je me régresse, mais ça arrive. Et après, les épisodes solo, ça progresse vraiment d'épisode en épisode. Et ça dépend des sujets, de mon inspiration, tout ça, du mood. Il y a eu une période où, franchement, j'étais très fatiguée et j'utilise pas le terme de burn-out parce que c'était pas encore ça. On n'était pas loin. Mais j'étais pas très loin, ouais. J'étais vraiment épuisée, mais pour plein de raisons. Il y avait plein de trucs qui me tracassaient. Et le podcast me tracassait. Ok. Parce que ça décollait pas. Et qu'en fait, c'était une période où c'était toujours pas très clair ce que je voulais en faire, mais ça me frustrait. Donc c'est qu'il y avait un problème. Et en fait, quand je faisais des épisodes solo, je me reprenais genre 4, 5, 6 fois juste pour le début. Parfois, je réenregistrais l'épisode 2 jours après parce que ce que j'avais fait, j'écoutais, je fais c'est de la merde. Et j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Il y avait vraiment ce truc-là. Alors que maintenant, là, ça fait 1 an, un petit peu moins, que je suis trop contente de tous mes épisodes et que quand ils sont un peu moins bien, je suis en mode c'est un peu moins bien, je le sors. Et en fait, t'as décomplexé. Ouais, et ce qui est fou, c'est que c'est les épisodes que les gens préfèrent. C'est ceux sur lesquels j'ai le plus de retours, où moi je fais bof. Parce que c'est naturel, quoi. Moi, peut-être que je me dis, je suis passée à côté de ça sur le sujet. Oui, enfin, t'as déjà fait 20 minutes de toi qui parle dans un micro. Au pire, tu fais un épisode 2 et tu viens compléter, où tu reprends la même thématique dans 6 mois et tu l'enrichis et c'est ok. Et en fait, le nombre de gens qui se répètent ou qui font des épisodes, je relativise vachement depuis que j'écoute aussi d'autres podcasts, tu vois, où j'ai vu un peu un essoufflement chez plein de podcasteurs et de podcasteuses que j'aime beaucoup pourtant, où j'écoutais des épisodes et j'étais, je m'ennuie, ou je décroche, ou le sujet, il est pas intéressant. La dynamique, elle est pas top. Et tu le sens, c'est propre à tout le monde, c'est normal, surtout quand tu produis avec un tel rythme. Ensuite, au pire du pire, si vraiment tu veux pas sortir d'épisode, tu fais une rediffusion. Mais sinon, vas-y, c'est pas grave. Juste essaye de toujours te dire ça reste intéressant. Si c'est pas complet, si ça tu l'as pas tourné exactement de la bonne façon et autres, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te débloquer à ce moment-là où tu te disais que ce que tu faisais c'était nul? J'ai fait une pause du podcast. Ok. J'ai fait une pause pendant 1 mois, comme les youtubeurs. C'est moi, 1 mois c'est... 1 mois ça paraît hyper long en fait. pour moi c'est super long. Pour moi, c'est tout à fait normal, tu vois, y a pas de problème. C'est le rythme. C'est pas une pause, c'est le rythme. Mais non, c'était vraiment un peu plus d'1 mois et c'était un effort, genre de moi m'empêcher de toucher au micro, c'était compliqué. C'est un peu par vague et je me rends compte que peu importe ce que on crée, t'as toujours des moments de page blanche, t'as toujours des moments où t'es moins inspiré, où c'est juste ça va pas. Ok, ça va pas, en fait force pas, prends du temps. Comme toi, tu le fais très bien, tu vois, en respectant tes propres limites. Moi, ça, j'ai appris à le faire en me disant, ok, je t'oblige à couper. Et je me suis forcée à le faire. Okay. C'est là où j'ai remis à plat, où j'ai appliqué aussi des conversations avec des potes. J'ai beaucoup parlé autour de moi de tout ce qui me tracassait. Et prendre du recul et dédramatiser ça en se disant, c'est qu'un podcast. Pour moi, c'est hyper important. Par contre, pour plein de gens, en fait, ce que je fais, c'est déjà très bien. Donc... Oui, tu te mets plus de pression toi-même, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les pauses, parce que moi, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment 2 temps, pour moi en tout cas, dans la création de n'importe quelle idée. C'est un moment... le moment où je vais avoir les idées, ça va être des moments de calme et souvent de solitude. Okay. Enfin, il y a plutôt 3 périodes, je dirais. Il y a un moment d'inspiration, où là, ça va être des moments plutôt... où juste tout est inspiré de tous les côtés, où tu vois, tu consommes même beaucoup de films, de livres. Après ça, pour moi, il y a un moment nécessaire, c'est un moment de calme et de solitude, où juste tout ça, ça va process et des idées vont émerger. Et le 3e temps, c'est le temps de mise en action. Et souvent, ce temps de mise en action, il est assez relié pour moi aussi au moment où tu vas te reprendre dans la face plein d'inspiration, plein de discussions. Parce que tu vois, là, par exemple, le moment... entre le moment où j'ai l'idée de faire une vidéo ou quoi avec quelqu'un, le moment où je fais la vidéo, en fait, je me reprends plein d'inspiration de cette personne qui va me
qui va me donner plein de nouvelles clés et plein de nouvelles idées sans le savoir, en fait. Et ça va créer un peu une espèce de cercle virtueux. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça t'empêche pas de créer, tu vois, de te reprendre de nouvelles idées en te disant « Ah ouais, mais peut-être que je pourrais rajouter ça » et du coup, tu le sors pas. Je te pose la question parce que moi, c'est pas mon cas, mais je sais que beaucoup de personnes avec qui j'ai déjà échangé, c'est le cas et c'est aussi, ça fait partie du processus créatif. Moi, j'ai pas tant besoin, tu vois, de ce moment de solitude, j'ai un besoin de procrastination sur des sujets qui me tiennent à cœur, mais encore une fois, la deadline, si j'en ai pas et que de toute façon, il faut du temps pour maturer une idée. En fait, comme toi, je vais me nourrir de plein de trucs. Puis après, je vais rien faire ou continuer à me nourrir de choses, mais genre, ça va infuser. Et c'est aussi ce qui facilite la création, c'est que derrière, j'ai juste à allumer mon micro et je sais déjà ce que je dois raconter parce que indirectement, j'y ai réfléchi. Et c'était là, en fond. Ouais, ça a c'est un peu en arrière-plan. Exactement. Quoi. Et comment tu fais pour toujours avoir une idée, surtout sur des épisodes solo Comment tu trouves tes idées J'adore parler. Comme tu auras pu le constater avec cet épisode, je suis hyper bavarde. Et du coup, j'ai toujours des... En fait, je pars de petites réflexions que je me fais au quotidien. Tu vois, typiquement, là, tu parlais de... un peu de ce que tu peux te reprendre de vertueux ou pas au moment où tu crées. Là-dessus, ça m'a fait penser, quand on a parlé, à le documentaire Arte sur Miyazaki, que j'ai vu récemment. En fait, Miyazaki, dès son 2e projet, à la fin, il a fait « J'arrête ». Et en fait, à tous ses projets, c'est pas que les 3 derniers où on en rit tous en se disant oui, à chaque fois il dit qu'il prend sa retraite et il revient. Non, c'est en fait tous ses projets. Il a toujours fait ça. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que il se donne à fond pendant 2-3 ans, mais comme un malade, il ne vit que pour ce projet. Et après, en fait, t'es épuisé. Donc, évidemment que tu dis, maintenant, je vais me reposer. Je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit. Pour avoir écouté beaucoup d'interviews aussi et suivre beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD, c'est la même chose. En fait, quand tu bosses sur du temps long, sur des projets, et qu'il y a que ça, il y a un moment où t'es un peu écœuré, il y a des moments où t'en peux plus. Et puis, quand ça sort, t'es trop content, mais t'es aussi épuisé sur les rotules. Oui, puis tu dois te sentir vide d'un coup. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais maintenant que c'est fait ? Et ben, moi, je t'avoue que c'est ce qui se passe avec le podcast, c'est que je suis sur du temps court, tout le temps. Donc ça va, il y a 0 problème. Et trouver de nouvelles idées, et c'est facile à mettre en place. J'ai une idée, je peux la déployer dans la semaine, je suis pas obligée d'attendre. Donc je le fais. Par contre, j'ai mon projet de roman dont j'arrête pas de parler. Oui. Je procrastine énormément, mais juste parce que je sais qu'en fait, une fois que je vais mettre le doigt dans l'engrenage, c'est fini, je peux pas faire juste 3 heures et hop, c'est la fin de mon projet. Il faut que je continue à le faire sur du temps long. Tu te mets des rushs en fait, mais sur un projet de roman, je me doute que tu vas pas pouvoir l'écrire en 2 jours sans boire, sans manger. Du coup, comment tu vas organiser ton temps ? Eh ben, je sais pas pour l'instant. C'est un peu ma question pour cette année parce que pour le coup, tu sais, quand t'as une idée, que ça te brûle les doigts et que t'es en mode, en fait là, il faut que je le fasse. Ça fait des années que j'y pense, mais ça fait 2 ans que ça se précise. Ça fait 1 an que le scénario et les personnages, ils sont là. Ok. J'ai commencé à écrire il y a plusieurs mois maintenant, plusieurs trucs. Et à chaque fois, quand je commence, c'est très drôle, j'ai commencé que dans des moments où j'avais pas beaucoup de temps. Ok. Typiquement, j'ai 30 minutes avant de rejoindre des potes, mais j'ai 30 minutes où j'ai rien à faire, j'ai déjà mes affaires, je suis prête à partir. Qu'est-ce que je fais pendant 30 minutes ? Et si je me posais et que je commençais à écrire mon roman, en fait, je me suis vraiment retrouvée dans des situations comme ça où après, je regarde l'heure et je fais « Ah, je vais avoir 15 minutes de retard parce que j'ai pas vu le temps passer. » C'est dur de se couper en plus quand t'es inspirée. Exactement, mais je pense que ça a été un peu mon point d'entrée parce que ça fait moins peur. C'est que toi, il te faut des temps courts, donc pourquoi tu te crées pas des temps courts dans ce temps long ? Parce que pour l'instant, dans mes journées, j'ai pas le temps. Et ça fait partie un peu de mes gros sujets de cette année 2025, c'est c'est un terme que j'utilise beaucoup en vrai, même pour la création de manière générale, mais de rééquilibrer un peu tout ça. De toute façon, ça va venir. La preuve, j'ai la solution, juste j'arrive pas à la mettre en place. C'est qu'une question de temps, ça va se faire. Faut que je te fasse lire immédiatement une citation, je suis désolée. Mais... Oui, j'adore. Je l'ai à peine commencé tout à l'heure, le livre, mais il y a une phrase qui parle exactement de ce qu'on est en train de dire. Il faut que je le lise, ça me donne trop envie. Déjà, la couverture est trop belle. Waouh. Ok, c'est moi qui dois lire. Ça met la pression, tu vois ce que tu fais endurer à tes invités. There's time for certain ideas to arrive and they find a way to express themselves through us. C'est exactement le livre que je recommande à tout bout de champ. On arrive dans une recommandation littéraire. Comme par magie, d'Elizabeth Gilbert. C'est un petit essai sur la créativité et elle voit la créativité comme en fait comme si on avait des nuages d'idées autour de nous, tu vois, et il y en a certaines, elles viennent vers toi
genre tu peux les saisir. Sauf que si tu t'en occupes pas, elles meurent ou elles vont voir ailleurs. Elles vont voir et ailleurs. Quelqu'un d'autre le Ouais, fait. c'est exactement ce que le livre dit aussi. Soit elles restent parce que t'en prends soin, parce qu'il y a un truc qui se crée. Parce que c'est à toi de le faire. Et c'est toi qui fais cette idée. Ouais. Exactement. Ton livre, parce que j'ai pas lu le titre, c'est The Creative Act de Rick Rubin. Et Rick Rubin, on m'en a beaucoup parlé. Oui, c'est un livre qui tourne pas mal en ce moment et c'est justement une de mes amies qui est elle aussi artiste. Ouais. Qui te l'a recommandé. Ouais, qui me l'a recommandé. Elle m'a dit en vrai, Ali, t'es créative toi aussi. Et en fait, ce livre, je viens de le commencer vraiment et c'est ce qu'il dit au début, c'est on est tous des créateurs et c'est pas parce que t'es pas un artiste spécifiquement que tu l'es pas. En fait, on a tous un truc à créer, à inventer. Pour moi, une des personnes les plus créatives dans ma vie, c'est ma mère. Ouais. Alors qu'elle a pas du tout un métier créatif. Ma mère, elle est cantinière, ça n'a rien à voir. Simplement, j'ai un souvenir d'elle à tous nos anniversaires, elle allait trouver toutes les activités possibles à faire, que ça soit des chasses au trésor absolument incroyables ou des trucs où on te bande les yeux et que tu dois deviner ce que tu es en train de manger. J'en sais rien, bref, juste de se dire il y a une multitude d'idées et de toujours trouver un moyen de s'exprimer, de faire un truc manuel et de s'amuser, tu vois. Et ça a infusé toute mon enfance. C'est génial. Tu m'en voulais de pas t'avoir sorti de citation, toi t'en avais ramené une. Par contre, moi je termine toujours les épisodes avec une question un peu portrait chinois. Ok. Mais c'est quand même en lien avec la conversation. Et du coup, si t'étais un objet qui indique le temps, tu serais quoi ? Je suis en train de faire la liste dans ma tête des objets qui indiquent le temps. Clepsydre, horloge, montre, sablier, cadran solaire. Je veux dire un truc naze, hein. Téléphone. Ouais. Je veux dire vraiment, je serais un téléphone. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que pour cette idée de couteau suisse, c'est pas seulement un indicateur de temps, c'est un moyen qui te permet de faire plein de choses. C'est une ouverture sur le monde, c'est un endroit où tu peux perdre ton temps, d'ailleurs, scroller à l'infini et puis t'y retrouver. Ouais, et je pense que ma créativité, elle est un peu comme ça, hein. Je peux me perdre dans des réflexions pendant des heures et au final arrêter mon téléphone et me rendre compte que j'ai rien fait de ma journée, ou je peux m'en servir comme un formidable outil pour écrire, pour créer, pour faire des vidéos, pour faire des choses. Ah oui, attends, je te retourne la question. Mais moi, ça serait un cadran solaire, du coup. Et parce qu'il y a ce côté, c'est à la fois très précis et très flou. C'est-à-dire que quand tu sais pas lire, et puis souvent ils sont un petit peu, tu vois, justement ornés, très beaux et autres, mais t'as pas forcément les chiffres indiqués, juste tu suis l'ombre. Donc tu te dis, il est entre peut-être midi et 14h, car c'est à peu près au milieu, et voilà. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin de la journée, que ça y est, c'est la fin de la journée, au moment où tu commences à plus rien voir. Et il y a un peu ce truc-là qui revient sur ma façon de travailler, c'est que tant que j'ai le nez dedans, c'est bon, et puis à la dernière minute, je me dis, ça y est, c'est la fin de l'épisode. C'est parti, let's go. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. D'ores et déjà, allez suivre Deadline, allez écouter tous les épisodes que Alison a déjà publiés. N'hésitez pas à lui dire à quel point c'est super et à quel point il faut qu'elle continue surtout. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcasts, vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles et un commentaire. Et en plus, je peux vous répondre, donc c'est trop cool. Sinon, vous pouvez m'écrire directement sur les réseaux sociaux, @CloCloClub sur Instagram, TikTok et Threads, où je partage plein d'autres contenus annexes au podcast. Je sais que c'est plein de petites actions qui peuvent paraître anodines, mais ça soutient vraiment mon travail. Alors merci d'avance pour celles et ceux qui prendront le temps. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!